Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la FAQ. Je m'excuse aussi si jamais le décor est pas terrible et si jamais la luminosité arrête pas de changer. C'est un peu la seule pièce où je peux tourner, comme vous l'avez remarqué, je suis pas chez moi, c'est un petit peu compliqué. Étant donné que c'est juste une FAQ, bon c'est pas très grave si jamais la lumière et le décor sont pas top, mais vraiment je m'excuse, je fais avec les moyens du bord, c'est vraiment la seule possibilité que j'ai pour moi de tourner. On continue avec une question de Estelle Faban qui me demande si tu pouvais vivre dans un film, ce serait lequel? Ah écoute, je sais pas, il faudrait déjà un film que j'adore, un film tu vois qui m'a profondément marqué depuis l'enfance, que je connais un petit peu par cœur, avec un univers qui vraiment me fascine, quelque chose d'un petit peu onirique, de fantastique, quelque chose vraiment qui m'a marqué. Non vraiment, je connais pas de film dans cet univers là où je trouve en plus tous les personnages vraiment beaux, où j'adore les acteurs et où en plus ça fait partie d'une fascination que j'ai en dehors du cinéma pour un univers particulier. Vraiment je vois pas. Baptiste me demande ensuite quel est mon peintre favori et ma peinture favorite et pourquoi. J'ai déjà plus ou moins répondu précédemment, mais mon peintre favori c'est Gustave Courbet parce que j'aime beaucoup son utilisation de la méthode romantique qui consistait à utiliser un côté exacerbation des sentiments, à mettre l'emphase sur des sujets particuliers pour provoquer un sentiment du sublime. J'aime beaucoup le fait qu'il mette ça au service du peuple, au service de sujets qui n'étaient pas considérés comme nobles, qu'il utilise ça pour un petit peu bousculer les idées préconçues, faire bouger la morale de son époque. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il ait utilisé de très grands formats, ce qui donne du gigantisme à des sujets qui sont portants du quotidien, comme le fameux enterrement à Ornans. J'aime énormément son clair-obscur, je crois que je l'ai déjà dit. Et ma peinture préférée de toute l'histoire de la peinture favorite, qui c'est aussi une des siennes, il s'agit du Désespéré. Je trouve cette peinture absolument fascinante. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vue, c'était sur des éditions du Horla. Je pense qu'on a tous plus ou moins eu ces éditions-là. Et je me rappelle que j'avais déjà trouvé ça absolument grandiose. J'avais l'impression de plonger dans les yeux de cette personne et d'arriver à sonder quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Moi je suis un petit peu comme Lovecraft, c'est-à-dire que je suis fascinée par les choses qui sont indicibles, qui sont incommensurables, les choses sur lesquelles on va dire l'esprit humain n'arrive pas à trouver de mots tellement elles dépassent la conception humaine et les concepts que l'on a pour en parler. Le Désespéré c'est ce genre de sentiment que ça provoque chez moi, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'arriver à saisir quelque chose qui est insondable. Quand je me plonge dans ses yeux, j'ai l'impression vraiment de voir une partie de l'âme humaine que je n'arrive pas à discerner autrement. C'est vraiment la peinture que je rêverais un jour de pouvoir voir en vrai. Malheureusement elle appartient à une collection particulière, donc je sais pas si j'aurai un jour l'occasion de la voir en vrai, mais vraiment je rêverais de la voir. Marine Sport me demande ensuite quel médium artistique t'inspire le plus. Le premier médium qui m'inspire le plus ça reste le cinéma, même si moi effectivement comme je l'ai dit précédemment, je ne souhaite pas travailler dans le cinéma et je n'ai pas d'impétence particulière pour la technicité du cinéma, ça reste le médium qui m'inspire le plus dans mes créations. Parce que étant donné que le cinéma c'est un art qui touche à énormément d'autres domaines, je peux par exemple me réinspirer de cadres, de couleurs, de compositions que j'ai vues au cinéma pour ensuite les réinterpréter en photo ou en dessin. Je peux aussi m'inspirer de ce que j'ai vu en termes de phrasé, en termes de jeu d'acteurs, en termes de décors, de costumes pour l'utiliser aussi dans mes créations de personnages, dans mes chara-design et dans tout ce qui va être aussi lié à l'écriture parce que je suis quelqu'un qui écrit aussi énormément, à la fois de la poésie mais aussi des romans et particulièrement des nouvelles. J'ai un recueil de nouvelles qui est disponible en ligne d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Donc vraiment le cinéma c'est le médium qui m'inspire le plus. Le deuxième art qui m'inspire le plus c'est bien évidemment l'écriture, le livre. Moi je suis vraiment quelqu'un à la base qui vient de la littérature, c'est-à-dire que quand j'étais gamine mon rêve c'était de devenir romancière. J'écris des romans depuis que je sais écrire en fait à peu près. Ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture c'est pas tant le récit en lui-même mais déjà c'est le fond du propos, le message, la portée, ce que ça veut vraiment raconter, ce que ça cherche à dire sur le monde, sur les choses, sur ses contemporains. C'est vraiment pas tant le scénario en soi mais vraiment plus le fond du truc qui m'intéresse et surtout ce qui m'intéresse vraiment le plus c'est le style. Moi je suis une grande fan par exemple de la maison Les Éditions de Minuit parce que je trouve que c'est une maison qui met en avant le style, le phrasé, la recherche du beau mot, du beau geste, la recherche d'un style qui va tout mettre en œuvre pour essayer de correspondre au maximum à ce que ça cherche à dire dans le fond de son propos. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, la corrélation entre le fond et la forme. Je suis aussi bien évidemment touchée par tout ce qui va être art de l'image, que ce soit l'image picturale ou que ce soit l'image photographique, les deux me touchent énormément. Je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup grandi avec les mangas et les mangas ont une manière d'appréhender le récit qui est très cinématographique. Ils ont un découpage en fait qui se rapproche énormément du storyboard avec l'emphase qui est mise sur l'action. Contrairement aux comics où il va y avoir énormément de dialogue, le manga c'est beaucoup plus
plus un médium de l'image, un médium de l'action, un médium où les mots ont moins d'importance que les actes, que ce qui est figuré. C'est vrai que moi j'ai beaucoup plus tendance à me retrouver dans ce genre de médium, donc le manga c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup. Et parmi les arts contemporains, vraiment ce que je préfère c'est l'art de l'installation. Je suis une très grande fan de ce que fait Claude Lévesque, Céleste Boursier-Mougenot, de ce que va faire aussi Pierre Ardouin par exemple. Je trouve que l'installation c'est un des médiums contemporains les plus intéressants parce que ça nous fait vraiment rentrer au cœur d'une image, au cœur d'une installation. C'est-à-dire que pour moi c'est de l'art théâtral 2.0. Au théâtre on assiste à une mise en scène, là on est au cœur d'une mise en scène. Je trouve qu'on est vraiment acteur et partie prenante d'une installation lorsqu'on l'admire. Je trouve qu'il y a des artistes qui font des choses absolument formidables et admirables avec ça, qui ont des idées absolument géniales. Et je pense que de mon côté, si jamais j'avais continué dans les arts plastiques, on va dire dans les arts contemporains, je pense que j'aurais été quelqu'un qui aurait fait de l'installation parce que c'est vraiment ce que je trouve être le plus fascinant à l'heure actuelle. Je suis aussi assez touchée par l'architecture et en particulier l'architecture des églises romanes, des églises gothiques. Ça vient d'une très grande tradition familiale. Depuis que je suis gamine, mes parents m'emmènent en visite dans des châteaux, dans des églises, donc j'aime la vieille pierre. Par contre l'architecture moderne, l'architecture contemporaine, autant je trouve qu'il y a des concepts et des utopies qui sont hyper intéressantes, autant je trouve que l'architecture en soi ça ne me touche pas trop. Mais je pense que c'est plutôt par manque de connaissances que par manque d'appétence, parce que sinon je trouve que les concepts architecturaux en soi c'est toujours quelque chose qui est assez fascinant. Je pense que les médiums artistiques qui me touchent le moins c'est tout ce qui va être lié au corps, donc la performance, la danse, ce genre de choses, déjà ça me touche pas du tout. J'ai déjà vu des spectacles de danse contemporaine qui ont été merveilleux, qui m'ont vachement marqué, mais c'est déjà quelque chose, je pense que j'ai pas forcément la culture nécessaire pour toujours comprendre les enjeux, les références et tout. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai un petit peu du mal à appréhender. Et pareil, un des arts qui me touche le moins aussi c'est la sculpture. En général c'est un petit peu tendance à me laisser de marbre. Et de marbre, t'as compris, pour la sculpture. Je suis aussi absolument fascinée par la musique parce que c'est un art que j'adore. Je suis quelqu'un qui pleure énormément à des concerts ou quand j'écoute des CD. J'ai besoin de la musique, j'ai besoin de me ressourcer à travers la musique. Mais par contre c'est un art qui me fascine parce que je suis moi-même musicienne, j'ai fait du violon pendant plus de 10 ans, maintenant je me suis mise au chant. Et pourtant à côté de ça, tout ce qui va être de l'ordre de la composition, c'est un procédé mental que je n'arrive pas à appréhender du tout. Je ne comprends pas comment des gens arrivent à faire des compositions et je trouve que c'est assez fascinant. Pour moi il y a un aspect extrêmement magique parce que c'est vraiment un monde que je n'arrive pas à décrypter et qui pour moi est encore de l'ordre du totalement incompréhensible, et c'est quelque chose qui me fascine d'autant plus parce que j'arrive pas à le comprendre. Louan me demande ensuite, j'ai jamais été douée pour trouver des questions pour les FAQ, moi non plus t'inquiète pas, j'ai jamais d'inspiration quand ça arrive. Le film qui te fait ressentir le plus d'émotions en même temps, rire, larmes, peur, joie, etc. Tout de suite, dès l'instant où tu as posé ta question, j'ai complètement pensé au cinéma de Park Chan-wook. De manière générale, tous ces films, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive vraiment à nous faire passer d'une émotion à une autre. C'est quelqu'un qui arrive vraiment à manipuler le spectateur, à manipuler les émotions du spectateur pour nous faire passer du rire aux larmes en permanence. Je pense que ces deux extrêmes sur le spectre des émotions, c'est ce qu'il maîtrise le plus, mais il y a aussi, il nous fait passer de la joie au dégoût. Par exemple, dans Oldboy, la fin de Oldboy, c'est vraiment un mélange de joie, de dégoût, d'émotions qui sont à la fois très pures et en même temps de choses extrêmement malsaines. Je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à transformer l'extrêmement laid, l'extrêmement inhumain, l'extrêmement abominable en beau. Je trouve qu'il arrive à sublimer des choses qui seraient pourtant extrêmement malsaines sous le regard sous la caméra en tout cas d'un autre réalisateur. Je trouve qu'il arrive à détourner, on va dire, des stéréotypes que l'on associe à des choses qui sont romantiques ou parfaites, et qu'il arrive à rendre ça malsain, qu'il arrive à nous montrer la laideur dans certaines traditions, la laideur dans certaines choses que l'on considère comme étant normales et que lui il dénonce en nous disant à quel point il trouve ça malsain. Pour moi, la scène qui illustre le mieux tout ce mélange d'émotions, en plus de la fin de Oldboy que je trouve assez percutante, et je parle pas de la fin twist, je parle de la fin, c'est-à-dire vraiment la scène de fin où il enlace la fille. Je trouve cette fin absolument magistrale et extrêmement symbolique de son cinéma, mais celle que je trouve la plus percutante en termes de fin, c'est la fin de Lady Vengeance. Donc on a une personne qui est sous la neige avec un gâteau à la main, et je ne vous raconte pas ce qui se passe, mais je trouve que cette fin est à la fois tragique, très drôle, parce qu'on est dans un registre de l'humour absurde, complètement improbable, parce que cette personne fait un geste totalement improbable que l'on ne comprend pas. En même temps, c'est d'une tristesse horrible, parce que ce qu'elle fait
c'est absolument tragique, c'est à la fois extrêmement beau et poétique parce qu'on est sous la neige, on a une musique extrêmement douce, il y a tout un aspect extrêmement poétique qui relève presque du conte. En même temps on a énormément de sang parce que juste avant il s'est passé des choses très violentes, donc on a tout ça, un aspect très gore qui vient aussi faire un contraste dans cette scène. Je trouve que c'est un réalisateur qui arrive constamment à nous surprendre. Je pense que c'est ce que j'aime le plus dans son cinéma, c'est que à chaque scène on ne sait jamais ce qui va nous attendre à la prochaine. Et il arrive constamment à nous dire de nous méfier de nos stéréotypes, de nous dire de nous méfier de nos attentes, nous dire de nous méfier de nos a priori, et c'est ça que je trouve absolument fascinant, génial dans son cinéma, au-delà de plein d'autres choses, de ses histoires qui sont magnifiquement écrites, de ses personnages qui sont toujours absolument géniaux, de ses messages politiques qui sont très forts, du fait qu'il s'entoure toujours de directeurs de la photographie qui sont magnifiques, du fait qu'il fait toujours très attention à avoir une bande son qui te fait chialer déjà rien que quand tu l'écoutes, du fait aussi qu'il a des scénarios avec des rebondissements qui sont toujours absolument excellents. Bref, mais vraiment pour moi le cœur du cinéma de Park Chan-wook, c'est cet art du contraste et cet art de la surprise, et c'est ce qui me fascine le plus chez lui. Nous avons ensuite Jus de Melon qui me demande: deux questions me viennent en tête. 1. Si tu pouvais réaliser le film de tes rêves, ce serait dans quel genre? Avec quelle histoire, acteur, musique, etc. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de réaliser un film, vraiment. J'ai déjà eu des cours de scénario dans le cadre de mon master, et quand j'étais au lycée j'avais aussi écrit un scénario pour un court-métrage d'animation. Je pense qu'un jour, étant donné que j'ai les compétences techniques pour faire de l'animation, je pense qu'un jour je le réaliserai pour le fun. Je pense quand même que déjà je ferai un film avec un message et un propos politique. Ça, étant donné que c'est quelque chose auquel je tiens, qui est très important, je pense que je ferai un film qui serait plutôt orienté féministe, un fond LGBT aussi. J'aimerais bien mettre une histoire d'amour lesbienne ou gay, ou faire de la représentation bisexuelle, étant donné que je suis moi-même bisexuelle et on a très peu de visibilité dans le spectre du cinéma, de la pop culture de manière générale, donc peut-être une histoire avec un personnage bisexuel. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que j'officierai dans le cinéma de genre au sens large, c'est-à-dire film fantastique, film d'horreur, peut-être film un peu teinté d'action, film de SF, et je pense que je situerai ça dans un cadre plutôt historique parce que ce sont des périodes qui me fascinent, et je pense que quitte à en faire mon film, je pense que je situerai ça en Égypte. L'Égypte, vous commencez à le comprendre, hein, voilà, l'Égypte c'est toute ma vie. Je pense qu'au niveau du ton du film, j'aimerais beaucoup faire un film qui mélange amour, sexe, violence et histoire fantastique, de malédiction, des choses comme ça. Quelque chose en fait finalement d'assez proche du giallo dans sa conception, on va dire. Peut-être pas un slasher pur, quelque chose peut-être de l'ordre plus du giallo fantastique. Peut-être que ça serait l'histoire par exemple d'une courtisane ou d'une prêtresse dans un harem égyptien qui en fait souhaite un petit peu se sortir de sa condition et qui pour ça invoquerait les dieux, mais ferait en fait une mauvaise manipulation, et au lieu d'invoquer des dieux bénéfiques, elle finirait par invoquer Seth, et Seth qui du coup déclencherait une ire sur l'Égypte avec sa meilleure amie courtisane avec qui elle est en couple et avec qui elle est très amoureuse. Il faudrait à côté de ça du coup qu'elles arrivent à sauver l'Égypte, aider qui sait des autres yeux avec par exemple Anubis. Oh, est-ce qu'elle pourrait avoir une histoire polyamoureuse entre une courtisane, Anubis, et son autre courtisane? Oh mon dieu, ce serait absolument parfait! Je suis en train de créer ma fanfiction absolue là! Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est aussi que je suis quelqu'un qui est fasciné par l'image, donc il faudrait que ce soit un film avec un directeur de photographie qui déconne pas. Hein. Genre le directeur photo de Park Chan-wook par exemple, ou alors Dickens, le mec qui avait bossé avec Sam Mendes et tout, qui a fait les films, parmi les films les plus beaux qu'on ait vus ces dernières années au cinéma. Voilà, moi il me faut quelqu'un qui en termes d'image déconne pas, parce que moi je veux des couleurs sublimes, je veux des trucs chatoyants, je veux des cadres absolument millimétrés, parfaits, là-dessus c'est sûr. Après en termes d'acteurs, d'actrices, honnêtement j'en ai aucune idée. Je sais juste que mes deux actrices préférées ce sont Lena Headey et Meryl Streep, donc juste pour volonté de pouvoir les rencontrer, je les caserai quelque part dans le film. J'adorerais aussi beaucoup avoir Nicolas Coster-Waldau parce que je trouve que ce mec a aussi une qualité d'acteur qui est assez intéressante. J'aimerais bien mettre des mecs français aussi parce que mine de rien en France on a d'excellents acteurs et je trouve qu'on les met pas assez en avant, donc par exemple Virginie Efira que je trouve excellente, Golshifteh Farahani que je trouve aussi absolument magnifique avec un registre absolument très grand. Ah, je mettrais Adam Driver. Ce mec c'est une pépite. Adam Driver, Robert Pattinson, ces mecs c'est des pépites du cinéma actuel, c'est parmi les meilleurs acteurs de cette génération. En France on a aussi tout ce qui est Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, qui sont des mecs qu'on n'a plus du tout l'occasion de voir et que je trouve qu'ils sont absolument fascinants pourtant. Je trouve aussi que Pio Marmaille est un excellent acteur qu'on voit pas assez souvent dans des rôles un petit peu forts, dans des rôles de genre, donc lui j'aimerais beaucoup le voir. Reda Kateb, alors lui c'est mon coup de cœur absolu de ces dernières années. Reda Kateb, clairement il serait dans mon film quelque part. J'ai aucune idée par contre de quelle serait la distribution des rôles, ça commence à faire un
casting qui est extrêmement large, donc j'en ai aucune idée, mais voilà un petit peu, en tout cas mes acteurs coup de cœur, ça vous permet aussi d'avoir ça en question bonus quoi. Et il me demande ensuite quels sont les groupes qui t'ont fait découvrir et aimer le métal, et quel est ton coup de cœur underground du genre. Moi je m'en rappelle extrêmement bien du jour où j'ai découvert le métal. En fait à la base je viens déjà d'un environnement assez rock on va dire, mes parents avaient tendance à écouter Deep Purple, Led Zeppelin, ce genre de classiques. J'ai eu une énorme période Kyo évidemment, ça a été un des premiers groupes que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai eu une période Green Day ensuite, et justement à cause de Green Day, à cause de Kyo, ce genre de truc, j'ai commencé à acheter le magazine Rock One. Et un jour ils avaient sorti un numéro spécial, un numéro se consacrait au rock japonais, au visual kei, au J-rock. Et à l'époque moi je ne connaissais absolument pas ce que c'était, mais étant donné que j'adorais les mangas, je me disais c'est japonais donc c'est bien, oui j'étais une weeb parfaite, la weeb absolue, et j'avais absolument adoré tout ce qu'il y avait dessus. Il y avait Kageru, il y avait Ichini Taro Ichini, il y avait Miyuki, il y avait Meri, qui sont encore des groupes qu'à l'heure actuelle j'écoute de temps en temps, il y avait Phantasmagoria, et parmi tout cela il y avait Moi Dis Moi avec une interview de Mana. Et Mana, je trouvais ce personnage absolument fascinant, le fait qu'il ne parle pas, ça m'avait aussi fasciné, le fait que ce soit un homme qui s'habille en femme, et le fait que pendant les interviews il ne parle pas et il chuchote les réponses à l'oreille de quelqu'un qui se chargeait de transmettre les messages pour lui. Je trouvais ça fascinant, avec le recul c'est extrêmement ridicule, à l'époque j'aimais beaucoup. Et dans ce magazine je me rappelle très bien qu'il disait que Mana portait un maquillage qui ferait fuir les membres d'Immortal, et je me disais qu'est-ce que c'est qu'Immortal, je ne connais pas ce groupe. Et donc j'ai découvert Immortal en allant taper sur YouTube, même pas sur YouTube, non à l'époque c'était Radioblog, les plus anciens se rappelleront de Radioblog, et là à 13 ans j'ai découvert le black metal. D'ailleurs c'est aujourd'hui un t-shirt Immortal que je porte, c'est pas du tout fait exprès, et donc c'est comme ça que j'ai découvert le métal grâce en fait au visual kei, au J-rock. Après j'ai continué beaucoup à écouter en parallèle du visual kei, du J-rock, du rock, du punk et puis du métal. À une époque tout était un petit peu mélangé. Ensuite je suis un petit peu passée au classique, hein, les System of a Down, les Slipknot, les Marilyn Manson, les Korn, tout ce qu'on a tous écouté au collège. Et j'étais passée vraiment au plus extrême parce que après Immortal je me rappelle que j'avais écouté Burzum, et après Burzum je me rappelle que j'avais écouté The Side. Mais j'avais commencé un petit peu par des trucs bien hard, et après par contre j'avais continué sur les systèmes et les grands classiques comme ça. Mais voilà, et cette histoire est vraiment très précise parce que aujourd'hui je trouve qu'il y a un gros clivage et un peu une espèce de discrimination envers les personnes qui écoutent du visual kei et du J-rock, alors qu'en fait dans le visual kei il y a des choses qui se rapprochent énormément de l'univers du métal, et moi j'ai un peu du mal à comprendre ce clivage, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des groupes japonais qui ne viennent pas jouer en festival quand ils sont étiquetés visual kei. Pour moi ils auraient tout à fait leur place dans des festivals de métal, parce que moi j'ai longtemps eu cette double culture là, à la fois du métal classique et à la fois du visual kei, et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de jonctions qui sont faites entre ces deux univers qui sont pourtant assez cohérents et assez similaires sur énormément de points. Après pour mon coup de cœur du moment, bon j'y ai déjà plus ou moins répondu avant, mon coup de cœur du groupe que je trouve vraiment qui n'est pas assez connu, qui mériterait d'être plus connu, c'est Wolfchant. Je vous en ai déjà aussi parlé précédemment donc je vais pas me répéter. Un autre groupe aussi que je trouve vraiment pas assez connu et pas assez reconnu à sa juste valeur, il s'agit de Munaheim, c'est un groupe allemand de folk pagan metal que je trouve absolument sublime, fascinant, qui ont un univers extrêmement onirique, qui tourne beaucoup autour des univers fantastiques. Ils ont fait par exemple une chanson autour du mythe de la licorne, très originale dans le milieu aussi, ça se contente pas de faire du poète-poète, ça se contente pas de faire des riffs copier-coller, et pourtant ils sont très peu connus. Je trouve aussi que le groupe Frostide, qui a sorti pour moi un des meilleurs albums du death mellow, un chef-d'œuvre en 2013 qui s'appelle Awakening, j'étais persuadée moi que ça faisait partie un petit peu du grand nom du milieu, un petit peu des grands classiques, mais en fait pas du tout, c'est un groupe qui n'est pas du tout connu, qui ne tourne jamais. Donc vraiment allez écouter ça si jamais vous aimez le death mellow. C'est un chef-d'œuvre sublime. Je pense qu'un jour, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo entière là-dessus sur les groupes, les petits groupes entre guillemets que j'écoute et qui, je trouve, n'ont pas assez de reconnaissance, de visibilité et tout. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse. Moi, en tout cas, c'est un sujet que je trouve passionnant. Donc voilà, comme ça, à chaud, un petit peu les premiers groupes auxquels je pense quand on parle de groupes underground et de coups de cœur underground pas assez connus auxquels je pense. Nightmare Chronic Cinema me demande ensuite le film qui te met le plus en colère et pourquoi. Alors vraiment déjà les premiers films qui me saoulent le plus, les films de Lars von Trier. Je pense que déjà j'ai un problème personnel et humain avec ce mec, je le trouve détestable, puant, je trouve que c'est une ordure humaine. Je sais pas si vous avez déjà vu des interviews de ce type, mais c'est une horreur. Déjà il a un ego surdimensionné, alors il y a des gens qui disent ah, c'est un personnage, il en joue et tout, mais personnage ou pas, je m'en fous, ça le rend hyper antipathique. Si jamais c'est quelqu'un de très gentil dans la vraie vie, pourquoi il ne montre pas ce visage là? Personnage, ça m'étonnerait parce que le cinéma c'est un art qui est tellement personnel, on met tellement de ses tripes, de son temps, etc. Je vois pas pourquoi on perdrait du temps, de l'argent, qu'on mettrait autant d'énergie à faire des choses qui ne nous ressemblent pas. C'est un cinéma qui
qui est très misanthrope, c'est un cinéma qui est extrêmement prétentieux, c'est un cinéma où il fait de la pseudo-subversion. Montrer des culs au cinéma, faire des films de pseudo-culs, c'est plus subversif depuis des années. Ça fait même partie aujourd'hui un petit peu des quotas, en tout cas dans le cinéma de genre, qui est le cinéma dans lequel il officie, t'as toujours une scène de cul quelque part, donc non, le cinéma de cul, ce n'est plus subversif. Le porno, ça fait très longtemps que ça s'est démocratisé, ça ne fait plus peur à personne, c'est quelque chose aujourd'hui dont on parle dans des débats publics. Dire dans tes films que Hitler est le plus grand artiste du XXe siècle pour essayer de te la péder un peu pseudo-dissident, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui fait de toi quelqu'un de subversif et qui va remettre en cause l'ordre établi, qui va remettre en cause la société. Quand on voit ça, en fait, quand on voit ces films, quand on voit ce genre de propos, on a juste envie de lever les yeux au ciel et de se dire, putain, mais on a l'impression de voir une rébellion d'adolescents, quoi, une rébellion d'adolescents qui va dire, fuck le système, de toute façon, Hitler, il était pas si mauvais que ça, mais il y a rien de subversif là-dedans, il y a rien qui n'ait pas été déjà dit, déjà vu, déjà pensé des milliers de fois. C'est pas ça la subversion. La subversion, la vraie, c'est ce qui va à l'encontre de l'ordre établi, à l'encontre des normes. Aujourd'hui, la norme, par exemple, bah, elle est hétéronormée. Quelque chose qui est subversif, ce serait de faire un personnage qui va tuer des personnes hétérosexuelles parce que elle en a marre de l'hétéronormativité. Ça, c'est quelque chose de subversif. Ça, c'est quelque chose qui dérange, c'est quelque chose qui bouscule, c'est quelque chose qui pose question. Le cinéma de Lars von Trier me gonfle énormément. J'ai détesté tous les films que j'ai vus, donc à savoir Nymphomaniac volume 1, j'ai vu Antichrist, j'ai vu Mélancolia, que je trouve peut-être être le pire, et j'ai vu The House That Jack Built, où je suis partie avant la fin de la séance, tellement j'ai trouvé ce film absolument insupportable. Après, il fait des très belles images, Lars von Trier, ça on peut pas lui enlever, c'est un super metteur en scène, il a une gestion de la couleur, une gestion de la caméra, une gestion des cadrages qui est vraiment sublime, mais après sur le fond de ses films, moi j'ai vraiment l'impression de voir un adolescent pseudo-rebelle qui veut faire son pseudo-dissident, alors qu'en fait il est tellement conformiste. De manière générale, moi ce qui a tendance à me mettre en colère au cinéma, ce sont les films qui se la pètent plus haut que leur cul. Ce sont les films qui ont l'impression de faire de grands trucs philosophiques hyper profonds, qui ont l'impression d'avoir un message hyper intéressant, qui ont l'impression, parce qu'ils vont enrober leur film d'énormément de prétentions, par exemple avec une mise en scène hyper soignée, et qui va prendre le spectateur de haut en tentant des procédés de mise en scène qui sont hyper expérimentaux, ce genre de trucs, et qui à côté de ça sont extrêmement creux, qui ont l'impression que parce qu'ils vont avoir une forme ou un récit qui va être hyper chiadés et qui vont se la péter plus haut que leur cul, ils ont l'impression d'être de grands auteurs et de créer des chefs-d'œuvre, alors que côté de ça, ça ne raconte rien. Typiquement, le cinéma de Winding Refn, voilà. Winding Refn, c'est un créateur d'images, c'est un mec qui prend du temps pour faire des films qui soient très lents, dans un rythme très contemplatif, et il a l'impression d'être un très grand auteur, alors que ses films ne racontent rien. Ces films sont creux. The Square m'avait fait aussi exactement la même impression. Et en fait, ça, ce sont le genre de films qui me mettent très en colère, parce que c'est le genre de films sur lesquels les gens vont se masturber intellectuellement en se disant que parce que ce sont des films qui se la pètent, ce sont des films intelligents. Alors que non, les films intelligents, ce sont des films qui ont du fond, ce sont des films qui mettent en œuvre le fond et la forme pour essayer de faire en sorte que ça se corrèle le mieux possible et que ça vienne raconter des choses. Le film Mother de Darren Aronofsky me met aussi très en colère à cause de ça, parce que c'est un film que tout le monde a cru hyper intelligent, alors qu'en fait c'est la Bible. Tu le grilles à une demi-heure du film que c'est la Bible, et une fois que t'as capté ça, bah en fait c'est un film qui n'a rien de plus à raconter. Alors je dis pas adapter la Bible au cinéma, moi ça me pose aucun problème, c'est pas ça, mais c'est le fait d'entourer tout ça d'une couche de prétention et d'une couche de pseudo-intellectualisation juste pour raconter la Bible, et en fait ça dit rien de plus. Et si jamais ils voulaient raconter la Bible sous forme de thriller, bah t'appelles ton film la Bible, t'essaies pas d'inventer, de te créer des prétextes comme si t'allais faire des films hyper révolutionnaires, alors qu'en fait tu fais juste que raconter la Bible. Et en plus la Bible, on est quand même dans une société judéo-chrétienne, on baigne dedans depuis des milliers d'années. À chaque fois que l'on crée quelque chose en tant qu'artiste, on est baigné dans cette culture-là. La Bible, c'est un des piliers fondateurs de la culture, en tout cas je parle pour la France, hein, en Occident peut-être un petit peu plus de manière générale, mais c'est un des piliers fondateurs sur lequel s'est basée la culture et donc l'art. Pour moi, ça n'a rien de pertinent de refaire en 2018 un film qui parle de la Bible, étant donné que la Bible est toujours inconsciemment ou non présente dans les créations, encore une fois, françaises et plus largement, j'ai envie de dire, occidentales. Alors oui, c'est un film qui est beau, oui, les acteurs sont géniaux,
mais ça fait pas tout en fait. Et voilà, moi c'est exactement ça qui me saoule, c'est les films qui se la pètent pour ne rien raconter. Et je trouve qu'aujourd'hui on est beaucoup dans un cinéma de la superficialité. Et je vous assure que récemment, les pieds cinématographiques que j'ai pris, ben, c'est les films Mission Impossible, les derniers films Mission Impossible avec Tom Cruise que je n'avais jamais vu de ma vie. Et là je me suis dit, ben, c'est des films qui essaient pas de se la péter midi à 14h, qui essaient pas de se la péter genre on va te faire un grand récit philosophique et on va remettre en cause l'ordre établi et on fait des films qui sont extrêmement subversifs. C'est un film qui est honnête en fait avec ce qu'il propose, qui le fait bien, qui sont des films qui sont beaux, qui sont des films qui, en côté de ça, racontent énormément de choses aussi politiquement sur le contexte géopolitique dans lequel on se situe. De plus en plus, de manière générale, de toute façon, dans mes films, je m'oriente vers des petits films, des petites productions, du cinéma autoriste peu connu, parce que je me rends compte que les grands auteurs qu'on a portés au nu durant des années, bah en fait j'ai l'impression qu'ils sont dans une espèce d'atavisme intellectuel et qu'ils n'ont plus grand chose à raconter, qu'ils se cachent un petit peu derrière leur réputation passée. Et c'est vrai que de plus en plus, soit dans le cinéma de genre, soit dans les petits films autoristes, c'est là-dedans que je me régale. Deuxième question que me pose Nightmare Chronique Cinéma, est-ce que tu collectionnes les films? Si oui, DVD ou Blu-ray, est-ce qu'on aura le droit à une vidéo collection? Oui, j'essaye un petit peu de collectionner quand même les films. En général, j'essaye de me tourner plutôt vers les Blu-ray. J'achète assez peu neuf, j'essaye au maximum d'acheter d'occasion. En général, c'est plutôt au coup par coup, c'est-à-dire par exemple si je vais faire des puces et qu'il y a des films qui m'intéressent, je vais les acheter là. Mais j'achète peu de films en me disant j'ai vraiment envie de posséder ce film là. J'essaye aussi au maximum d'acheter des éditions qui soient collector ou un petit peu belles. J'ai envie pas que d'acheter un DVD, un Blu-ray, j'ai aussi envie d'acheter un bel objet et j'essaye de plus en plus de faire attention aux bonus parce que je me rends compte que voir l'envers du décor, essayer d'apprendre comment un film est fait, l'histoire particulière liée à un film, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. J'ai pas une très grande collection honnêtement, je dois avoir une cinquantaine de pièces voire moins. J'ai pas des éditions de fou furieux, j'ai une très belle édition de La Momie et du Retour de la Momie que je me suis fait offrir à Noël, ça oui. Mon but ce serait d'avoir toutes les éditions sorties de tous les pays du monde de ces films là. Mais sinon c'est vrai que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup sur des plateformes en VOD, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup sur Netflix, je consomme aussi beaucoup sur Canal à la demande et j'achète vraiment que au coup par coup, soit quand j'ai une édition collector sur laquelle j'ai un coup de cœur, par exemple Tous les dieux du ciel, j'ai commandé l'édition collector en avance, précommandée et tout, mais c'est rare que je fasse ça quand même. Mais un jour ouais, j'y pense à vous faire une vidéo sur ma collection. Elle est modeste mais je pense qu'il y aura quand même quelque chose à dire. J'ai quelques autres éditions là qu'il faut que je m'achète. Par exemple je voulais absolument m'acheter l'édition collector de Midsommar qui est absolument sublime. Il faut que je m'achète l'édition collector de The Lighthouse parce que le film m'a énormément marqué. Une fois que j'aurai fait quelques achats comme ça, on verra à la rentrée en octobre, quelque chose comme ça. Je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. La troisième question qu'il m'a posée, c'est quelles sont tes séries et tes sagas préférées? Ben en fait j'ai des goûts extrêmement consensuels en série, mais vraiment. Ma série préférée au monde c'est Game of Thrones. Est-ce qu'on fait plus convenu et classique que ça? La première série au monde que j'ai commencé à suivre c'était The Walking Dead parce que j'avais vu l'avant-première au festival d'Angoulême. Et d'ailleurs The Walking Dead a été pendant très longtemps ma série préférée jusqu'à la saison 4. Et là pour tout vous dire, les dernières saisons j'ai même pas regardé tellement je me suis fait chier les dernières fois. Une autre parmi mes séries préférées, il s'agit de Orange is the New Black qui est franchement, je pense qu'elles sont à égalité, Game of Thrones et Orange is the New Black. C'est une des séries qui m'a le procuré le plus de joie, de peine. C'est une série que je trouve très bien écrite, très bien jouée. C'est une série qui essaye toujours de contrebalancer l'écriture de ses personnages. Il n'y a aucun manichéisme. Des personnages que tu vas détester à la saison 1, tu vas pleurer à la saison 8 quand tu vas les revoir. Enfin, c'est une série que je trouve absolument magistrale. Moi j'aurais adoré que ça dure encore 4, 5, 6 saisons. J'avais adoré Taboo mais il n'y a jamais eu de suite et c'est bien dommage parce que je trouvais ça assez fort comme série. J'avais aussi beaucoup aimé la saison 1 de American Gods. Alors moi vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui est fasciné par les mythologies de manière générale. En plus dans American Gods il y a du beast donc c'est parfait. Et j'aime beaucoup les réinterprétations des mythologies dans des uchronies. Donc là le fait que ce soit des mythologies anciennes catapultées à des époques contemporaines, j'adore ça. Il faudrait que je regarde la saison 2 parce que j'avais vraiment beaucoup accroché à la saison 1. Évidemment une de mes séries préférées qui est sans doute ma troisième série préférée après Game of Thrones et Orange is the New Black, c'est Better Call Saul. Je trouve que cette série surpasse en tout point Breaking Bad. Je trouve qu'en termes de mise en scène, je me demande si en termes de mise en scène ça surpasse pas Game of Thrones et Orange is the New Black. Tout est millimétré, le moindre détail est pensé. Un plan que tu vas voir épisode 1 de la saison 1 va avoir des répercussions ou des symbolismes qui vont se retrouver dans la saison 5. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, la saison 6 va sortir l'an prochain. Mais vraiment Better Call Saul, je trouve que c'est parmi les meilleures créations qu'on a en termes aussi d'écriture de personnages, en termes de scénario, enfin c'est
absolument ouf. Et j'adore ce ton mi-absurde, mi-tragique, légèrement cohenesque sur les bords aussi. Je trouve que vraiment il y a un truc dans l'écriture qui fonctionne très très bien. J'avais adoré Fargo aussi, en parlant de trucs cohenesques sur Netflix. Les 3 saisons de Fargo, j'ai trouvé ça hyper bien. Je trouve que ça respecte très bien l'esprit de l'œuvre d'origine tout en poussant plus loin les concepts. Récemment je me suis mise à Ozark aussi sur Netflix. Alors il y a beaucoup de gens qui le comparent à Breaking Bad. Effectivement, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas Breaking Bad et par contre j'ai adoré The Ozark. Il faut que je me fasse la saison 3, mais waouh, je trouve que cette série en fait elle est extrêmement sous-estimée. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus, parce qu'en termes d'écriture et de mise en scène c'est ouf, c'est vraiment absolument dingue. Moi je sais que j'ai été happée par cette série littéralement. J'ai adoré The OA. Quel dommage que cette série soit annulée, parce que je trouve que la saison 1 et la saison 2 on tenait un truc qui était gigantesque. Après la saison 2, tu vas me dire, ça se termine sur un truc qui pourrait être une fin ouverte et donc quelque chose qui pourrait être satisfaisant, on pourrait s'arrêter là. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous en parler, mais bien évidemment la série que je suis en train de finir en ce moment, Dark. Mais quelle inventivité et ingéniosité d'écriture, mais quelle maestria. J'ai tellement peur, là j'ai pas fini la dernière saison, j'ai tellement peur qu'ils se plantent, j'espère qu'ils vont pas se planter parce que jusque là je trouve que c'est d'une maîtrise, mais d'une intelligence au niveau de l'écriture. La mise en scène est absolument géniale et le concept est fabuleux. J'ai rarement vu un récit avec du voyage dans le temps et du voyage entre les dimensions qui soit aussi bien tenu. Mais Dark par contre il faut s'accrocher, hein. Moi je sais qu'à chaque fois qu'on regarde la série avec Antoine, on a le téléphone à côté pour pouvoir regarder qui sont les personnages, quels sont les liens, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà à la saison 1, qu'est-ce qui fait que là ça a des répercussions dans la saison 3 et tout machin. Qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est intelligent. Et en saga c'est pareil, je suis désolée mais je suis extrêmement consensuelle. Bon évidemment ma saga préférée c'est la saga de la momie. Il y a que 2 exemplaires, hein. Il y a la momie et le retour de la momie. La momie 3 ça n'existe pas, la momie avec Tom Cruise encore moins. J'adore les Pirates des Caraïbes, mais alors j'adore les Pirates des Caraïbes, vraiment. Le 4 non, par contre j'avais déjà adoré le 5, vraiment pour moi il est du niveau du 3. Je suis très fan évidemment, mais c'est pareil, c'est très consensuel, tout le monde est fan du Seigneur des Anneaux. Qui n'aime pas le Seigneur des Anneaux, sincèrement? Je crois que je connais, si je crois que je connais une personne qui n'aime pas le Seigneur des Anneaux, mais c'est très rare. Voilà, moi ça ce serait un petit peu mes séries phares. J'adore aussi la nouvelle trilogie de Star Wars, vraiment le 7, 8, 9, je les aime beaucoup. Après quand j'avais vu Star Wars, j'avais aussi beaucoup aimé les précédents, le 4, 5, 6 surtout, j'avais adoré le 3 aussi. Mais voilà, moi je suis désolée sur cette question, je suis très consensuelle, j'ai pas grand chose à vous faire découvrir, je suis désolée. Et enfin la 4e question qu'il me pose, ça tombe bien puisqu'elle est un petit peu en lien, est-ce que tu es hype pour le reboot de Pirates des Caraïbes? Faut savoir que je ne suis pas objective sur Pirates des Caraïbes, je ne peux pas l'être. Je sais pas pourquoi cette saga, moi je perds tout sens critique quand je suis confrontée à cette saga. Je sais que le 5 objectivement par exemple n'était pas parfait, et moi j'ai adoré. Je l'ai vu 5 fois au cinéma, j'ai pleuré comme un bébé, mais j'ai pleuré comme un bébé tout le long du film. Je vous jure que quand j'ai vu la scène post-crédit, je me suis levée, on était avec une copine, et je me suis levée, on sautait de joie dans le cinéma et on faisait ah! Et bah écoutez, sur ce reboot, moi je suis absolument pas hostile. Déjà parce que je trouve que le personnage de Jack Sparrow, on en a fait le tour. Johnny Depp, ça fait des années qu'il est un peu devenu caricature de lui-même, qu'il est devenu un petit peu, qu'il s'est enfermé dans ce personnage qu'il ne fait que répéter de rôle en rôle. Tous les personnages cultes un petit peu de la saga précédente, bah on en a fait le tour. On a un petit peu clôturé toutes les histoires avec une conclusion qui est extrêmement satisfaisante dans le 5. Il y a la fameuse scène post-crédit dans le 5 qui pourrait faire en sorte qu'une certaine menace revienne. En plus de ça, ce serait par la personne qui du coup a fait Birds of Prey. Et Birds of Prey c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui est très personnel, qui est très dynamique. À voir comment ça peut s'imbriquer dans l'univers de Pirates des Caraïbes. Mais si jamais on arrive à lui laisser la même liberté, la même souplesse et qu'on arrive à lui laisser créer quelque chose d'aussi personnel, ça peut être très intéressant. Et après bah Margot Robbie, moi Margot Robbie tu me la mets dans n'importe quel film, je dis oui. Margot Robbie, je trouve que cette actrice elle est absolument géniale. J'ai oublié de la dire, si jamais je faisais un film parmi les acteurs que je prendrais aussi Margot Robbie. Elle est fabuleuse, donc ouais moi je demande à voir. Honnêtement sur le projet je suis pas du tout hostile, ça peut être créatif, ça peut au contraire donner un nouveau souffle à la saga, ça peut être sympa, on verra. Gilles Lebrun me demande ensuite quel conseil tu donnerais si tu rencontres une personne qui s'intéresse au métal. Alors je sais pas ce que tu entends par conseil vraiment, alors j'ai peut-être pas très bien construit et compris ta question. Moi le conseil que je donnerais en tout cas à une personne qui débute dans le métal, déjà c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire de ne pas essayer de se cantonner à un genre, parce que le métal en fait le métal ça veut tout et rien dire. Dedans tu peux avoir des trucs qui vont vraiment être très lents, très atmosphériques, très ritualistes, tu peux avoir des trucs qui au contraire sont très violents, tu peux avoir des choses qui sont extrêmement belles, douces, romantiques, tu peux avoir des trucs qui sont très dansants, enfin
ça veut absolument rien dire. Donc moi déjà je dirais de faire preuve d'ouverture d'esprit et aussi de ne pas hésiter à changer selon son humeur, selon ses périodes. Moi je suis quelqu'un par exemple quand j'étais ado j'écoutais énormément d'Indus, j'écoutais énormément aussi de dark electro. J'ai eu une très grosse période où j'écoutais beaucoup de death metal, j'en écoute plus du tout aujourd'hui. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans le métal, c'est qu'on peut vraiment changer de style. Donc ne pas hésiter à découvrir des choses dans ce niveau là. La deuxième chose que je conseillerais c'est de ne pas hésiter à partager des groupes que l'on découvre, en particulier s'ils sont peu connus, essayer de faire porter cette voix là. Donc moi je trouve que ça c'est important, essayer de diffuser au maximum les groupes que l'on écoute, les partager, essayer de les soutenir financièrement aussi en achetant leur CD sur Bandcamp, en achetant du merch, en allant les voir en concert. Il faut soutenir la scène locale, il faut soutenir les petits groupes. N'allez pas juste à un festival par an quoi, n'allez pas claquer 250 boules dans le Hellfest et plus rien sur toute l'année. Il faut, si jamais vous avez les moyens bien évidemment, soutenir au maximum la scène locale, soutenir les assos, soutenir les concerts, soutenir les groupes qui viennent, soutenez les musiciens, soutenez la scène. Il n'y a que vous en fait qui peut faire ça, il n'y a que vous qui peut porter cette voix là, donc essayez de les aider à avoir du maximum de soutien, que ce soit du soutien dans la diffusion ou que ce soit du soutien financier. Le dernier conseil que je donnerai enfin c'est d'essayer de ne pas se croire supérieur ou intouchable parce qu'on est métalleux. En effet j'ai souvent l'impression que les métalleux, un peu comme la communauté des gamers, a longtemps été stigmatisé et pointé du doigt par certaines personnes parce que voilà il y avait un peu le stéréotype du sataniste qu'on collait dessus à une époque. Aujourd'hui c'est un stéréotype qui n'a plus du tout cours. Le métal c'est une musique qui s'est extrêmement démocratisée, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement mainstream, donc en fait faut arrêter de se croire stigmatisé, faut arrêter de se croire discriminé et faut arrêter de se croire supérieur ou alors hyper différent ou alors hyper intéressant juste parce qu'on écoute du métal. Si jamais tu écoutes du métal un petit peu parce que tu penses que ça va faire de toi une personne plus intéressante, non c'est pas la peine. Et de la même manière, ne prends pas de haut les gens qui n'écoutent pas du métal parce que tu estimes que ce sont de simples moutons qui se contentent d'écouter ce qu'il y a à la radio, etc. Ça fait de toi le stéréotype du métalleux cliché élitiste puant sur qui tout le monde crache et crois-moi ça ne fait pas de toi quelqu'un d'intéressant en fait. Tracher des trucs qui sont populaires, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'intéressant avec une personnalité, ça fait de toi un gros con intolérant. Voilà, donc ne deviens pas cette personne. Ah oui, peut-être un dernier petit truc aussi, ne force pas les gens de ton entourage si jamais tu écoutes du métal à en écouter parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'écouter les gens que de se pointer à une soirée, de couper la musique et de foutre du métal à fond, tu vois. Ne fais pas ça, ça c'est pareil, c'est genre tu vas passer pour le métalleux casse-couille de base, tu vois. Et enfin je dirais si jamais tu as du temps, si jamais tu as l'envie, si jamais tu peux, hésite pas aussi à te rapprocher d'assos dans ton coin, hésite pas à essayer de monter des concerts dans ton coin parce que même si tu as pas d'argent et que par exemple tu as du temps, ça peut être aussi une bonne manière de te faire vivre la scène et d'y contribuer. Parce qu'on va pas se mentir, hein, le métal c'est une musique qui est très peu démocratisée, qui est très peu diffusée, il y a très peu de musiciens de la scène qui en vivent et donc le maximum on peut faire pour cette scène, le mieux c'est quoi. Et moi sinon je dirais juste kiffe quoi, découvre des trucs, écoute, on est à une époque magnifique avec une démocratisation énorme de la culture, on peut avoir grâce à YouTube, grâce à Bandcamp, grâce à Spotify, grâce à Deezer, on peut avoir accès à des milliers et des milliers de groupes, donc n'hésite pas quoi, fais-toi plaisir, va fouiller, intéresse-toi, découvre, et puis voilà, enjoy parce que franchement dans le métal il y a des choses vraiment excellentes à découvrir. Gilles Lebrun me demande aussi, as-tu eu un coup de cœur métal, non métal ces derniers temps? Bon, j'y ai déjà répondu du coup. À part le Hellfest et le Motocultor, as-tu fait d'autres festivals? Oui, j'ai fait d'autres festivals, alors mais pas des très grands festivals. Alors j'avais fait le Garrick Fest, j'avais fait l'édition 3 et l'édition 4 avant que ça s'arrête. C'est dommage que ce festival se soit arrêté parce que c'était vraiment cool, il y avait une très bonne ambiance, c'était un tout petit festival à taille humaine. Ça a essayé d'être un festival assez généraliste, donc il y avait un petit peu de tous les genres. C'était très cool, il n'y avait pas des gros groupes, mais l'ambiance était super sympa et en plus c'était sympa d'avoir un festival dans le sud de la France parce que tout est un petit peu soit dans le nord, soit autour de Paris, soit du côté de la Bretagne. Tu me diras, il y a le Extreme Fest à Albi, moi j'habite à 1h30 d'Albi, j'y suis jamais allée. Le problème c'est que c'est un festival qui est très orienté hardcore et moi le hardcore c'est un genre que j'aime pas trop. Peut-être que j'irai une journée pour tester, mais en 4 ans que je suis sur Toulouse, j'y suis encore pas allée. J'ai aussi fait le plein air de rock de Charny lorsque j'étudiais à Épinal. C'était franchement j'en garde un souvenir absolument génial parce que j'avais vu Ensiferum là-bas sous les étoiles dans un cadre absolument merveilleux. Ils avaient joué Victory Song sous les étoiles, c'était
un des moments les plus poétiques et les plus beaux que j'ai vécu en concert, vraiment. C'était encore une fois un tout petit festival à taille humaine avec une super ambiance, les consos étaient pas chers du tout, et Antoine y avait bossé l'année d'après en tant qu'ingé son, donc il avait sonorisé des groupes, et il m'avait dit, c'est pareil, qu'en tant qu'orga, en tant que bénévole, pour y avoir bossé la journée, c'était super cool, et franchement ça c'est un festoche. Si un jour j'ai l'occasion de retourner du côté de Nancy, Épinal et tout, j'aimerais bien y retourner au plein air de rock parce que c'était très sympa, et l'affiche d'une année sur l'autre est très variée, on peut vraiment tomber sur de super surprises. J'avais fait aussi 3 ans de suite un petit festival à Secret Place à Montpellier, alors par contre impossible de me rappeler du nom, vraiment c'était un petit festival de groupes locaux. Une année j'avais vu Glorious Bruce, Anthropophago, j'avais vu Dysmorphic qui était passé, j'avais vu Izune à l'époque où Izune existait, mais je crois que maintenant ça s'est arrêté. De toute façon le Secret Place ils ont un petit peu arrêté tout ce qui était métal extrême, c'est dommage parce que moi j'ai vu des super concerts là-bas, mais c'est vrai que maintenant je prends même plus la peine de regarder la programmation parce que je sais que ça va être que des trucs soit du stoner, soit du rockab, voilà, il n'y a plus rien d'autre, ou du hardcore de temps en temps quand on est chanceux. J'ai aussi fait le Ripfest, je me rappelle plus si c'était l'an passé ou il y a 2 ans, c'est un festival qui est dédié au hardcore. Bon, moi j'aime pas le hardcore, mais c'était un festoche vraiment très chouette. J'ai pu parler avec des mecs de Brutality Will Prevail à qui j'ai acheté une sauce piquante à leur nom, qui était une très bonne sauce piquante d'ailleurs. L'ambiance c'était très cool, c'était très bien organisé. Je vous encourage à y aller parce qu'il y a des grands noms du hardcore qui sont présents chaque année, et je pense que pour les amateurs du genre c'est vraiment un festoche qui vaut le coup. Voilà à peu près les festoches que j'ai fait. J'en ai pas fait des tonnes, c'est vrai. Je pense que j'ai très envie un jour d'essayer de faire le festival de l'Homme Sauvage, qui en plus est vraiment pas loin de Toulouse. J'ai aucune excuse pour pas y aller, hein. J'ai très envie de tester le Silac une fois aussi parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. L'affiche en général, voilà, c'est pas très métal extrême, c'est plutôt métal assez généraliste. Je me dis que ça peut être sympa quand même. Et le festival que je rêve de faire, et une fois je le ferai, c'est sûr, je me suis promis, c'est le Cernunnos. Le Cernunnos c'est un festival qui est dédié uniquement au pagan et au folk metal. L'affiche chaque année, elle est monstrueuse, elle est magnifique, elle est merveilleuse, donc oui, un jour j'irai au Cernunnos, ça c'est sûr. Ensuite, le bonimenteur français me demande: es-tu fan de Dolores O'Riordan, pardon, pour avoir choisi ce pseudo, parce que à chaque fois que je te cherche, ça me met ses clips. Alors non, absolument pas du tout, je ne sais même pas qui c'est, je suis désolée. En fait mon pseudo Dolores, ça vient du fait que mon prénom c'est Lola. Lola en espagnol c'est Dolores, et en fait ma famille espagnole m'appelle soit Dolores soit Lolita. Et quand j'ai commencé à me chercher un pseudo d'artiste entre guillemets, j'avais hésité entre Dolores ou Lolita parce que je voulais quand même quelque chose qui soit rattaché à mon prénom et à qui je suis. Mais Lolita, je trouvais que c'était devenu trop connoté, et là c'est à cause du Lolita de Nabokov. Et Dolores en plus, étant donné que je fais des choses qui sont assez sombres dans les dessins et tout, que ça veut dire douleur, les douleurs d'enfantement de la Vierge très précisément, c'est un prénom très sympathique, bah, je me suis dit que ça correspondait plutôt bien à mon univers. En plus c'est un prénom que j'aime beaucoup. Il me demande ensuite, plus sérieusement, quels sont les appareils que tu utilises pour tourner et pour enregistrer tes vidéos. Alors, le 3/4 de mon matos, et c'est sans mentir, ça m'a été offert par Antoine, c'est-à-dire que mes éclairages, que je n'ai pas là parce que je suis en déplacement, donc mes éclairages, mes LED, c'est Antoine qui me les a offerts. Mon micro-cravate avec lequel je tourne actuellement, c'est Antoine qui me l'a offert. Et sinon pour tourner, j'utilise un Nikon D5100 que j'avais acheté d'occasion il y a 8 ans, il y a facilement 8 ans, et qui commence un petit peu à fatiguer. J'aimerais bien changer d'objectif et de boîtier d'ici peu de temps parce que ça commence un petit peu à fatiguer, je sens la différence en termes de qualité, et puis aussi l'objectif a beaucoup de mal à faire la mise au point. Mais voilà, sinon j'ai pas un gros matos parce que je vous avoue que le moins de trucs j'ai à installer, le mieux c'est, j'aime que quand c'est assez rapide, et moi j'aime bien que mes vidéos me prennent pas la journée à faire quoi. Et enfin, la dernière question de cette très longue FAQ m'a été posée par Rebeu des Bois. Tu préfères bosser avec Todd Phillips ou avec Guy Ritchie en co-réalisation? À choisir, très honnêtement, je crois que je préfère Guy Ritchie parce que je pense que c'est un mec qui effectivement a fait un film que je trouve puant, The Gentleman, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, je pense que ma vidéo a dû fuiter quelque part parce que j'ai eu, sur une semaine, j'ai eu une dizaine, voire une quinzaine de commentaires extrêmement rageux sur cette vidéo, donc je pense que ma vidéo a dû tourner quelque part. Mais je pense pas que ce soit honnêtement quelqu'un qui soit fondamentalement
puant dans ses propos, j'ai déjà regardé des interviews de lui, il m'a pas paru trop craignos. Donc à choisir, je préférais Guy Ritchie et en plus de ça, j'aime plutôt bien son humour. Je trouve qu'il est assez drôle quand il fait pas des blagues qui sont macho ou sexistes, ou alors racistes, encore pire. Mais je trouve que quand il tombe dans de l'humour absurde, il peut être assez drôle, donc je préférais Guy Ritchie. En plus, j'aime plutôt bien son montage, le montage à la Ritchie, un petit peu très cut, très rapide, tout ça, je trouve ça assez inspirant. Todd Phillips, non, non. Vu les discours qu'il tient en interview, vu son côté c'était mieux avant, vu son aspect très conservateur, vu son côté très apolitique en mode non mais le cinéma n'a pas à passer de message, alors que le mec il fait un film sur un révolutionnaire mais qui assume jamais que ce soit un film qui soit révolutionnaire. Non, moi c'est hors de question. Moi j'ai envie de bosser avec des gens qui assument ce qu'ils mettent à l'image en fait. Honnêtement je préférerais, je vais vous choquer hein, mais je préférerais bosser avec Lars von Trier qui est quelqu'un qui a conscience de ce qu'il met dans ses images, qui a conscience des images qui passent, plutôt qu'avec quelqu'un qui se rend pas compte de ce qu'il fait quoi, et qui dit genre ah non et moi je suis apolitique, le cinéma n'a pas assez de messages et tout. Non, moi je préfère bosser avec quelqu'un de puant qui a conscience qu'il est puant plutôt qu'avec des gens qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Moi les gens qui sont dans une non-réflexion comme ça, qui sont dans une espèce de paresse intellectuelle totale, ah non merci. Et voilà, c'est la fin de cette très longue FAQ. Je sais pas comment je vais faire au montage, je pense que je vais diviser ça en deux parties qui vont être elles-mêmes assez longues, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner, je devrais vous retrouver si tout va bien d'ici 2 semaines pour un nouveau format qui est écrit, il n'y a plus qu'à le tourner. Le problème c'est que effectivement mes conditions de tournage sont un peu particulières en ce moment étant donné que je ne suis pas chez moi, donc je sais pas si je vais attendre d'être rentrée en septembre pour vous proposer ça ou si je vais essayer de le tourner ici, mais en tout cas j'aimerais bien vous le proposer assez rapidement. N'hésitez pas comme d'habitude à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si ce que je vous propose vous plaît. N'hésitez pas aussi à m'y suivre parce que j'y suis assez active et notamment sur Twitter où je suis la plus active. Et en tout cas je vous dis quant à moi à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un très bel été et bonnes vacances si jamais c'est le cas. Salut!